Merci. La dernière question à ce stade est posée par Jean Launay. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, un commentaire sur l'emploi. Si l'on compare avec les autres pays européens, je crois qu'on peut mesurer notre fragilité structurelle en ce qui concerne le taux d'emploi, en particulier sur les jeunes, d'une part, et sur les seniors. Et donc, je voudrais d'abord constater que les recommandations du rapport, dont je salue au passage donc les auteurs, n'ont malheureusement pas été mises en œuvre dans les lois de finances sous cette mandature, en particulier dans le cadre des crédits de la mission Travail-Emploi, qui vont cette année baisser de 12% par rapport à 2011. Deuxième commentaire sur l'emploi, c'est la comparaison avec l'Allemagne. On sait qu'elle est beaucoup utilisée en ce moment. L'enveloppe globale affectée aux politiques de l'emploi est presque identique, si on se réfère au tableau Eurostat de la page 177 du rapport. 2,55% du PIB en Allemagne, 2,4% du PIB en France. Donc, avec ces montants assez semblables, il n'en doit y avoir pas moins que le nombre de personnes concernées est moindre en Allemagne, si l'on se réfère aux différences de taux de chômage dans les deux pays, Allemagne et France. Et donc, en valeur relative, il me semble qu'on peut dire que l'Allemagne consacre à la fois plus de moyens à sa politique de l'emploi qu'en France, mais aussi avec de meilleurs résultats. Ma deuxième question portera sur les emplois aidés. Et là aussi, je partage les recommandations formulées par les rapporteurs et la nécessité de mettre un terme à l'instabilité juridique et financière constatée de manière récurrente depuis 2002. Je crois que les politiques d'accompagnement stables et bien identifiées permettent plus facilement un retour durable à l'emploi. On est pas mal de parlementaires à être aussi élus locaux, maires et donc employeurs de l'ensemble des dispositifs, et je dois dire qu'il est souvent difficile de s'y retrouver. Les acronymes divers ne sont rien au regard des modalités de mise en œuvre des différents contrats. Troisième partie de ma question, elle porte sur les politiques familiales. J'ai relevé dans le rapport un point qui me semble essentiel. 3,7% du PIB de notre pays consacré à cette politique, ce qui la situe au premier rang des pays européens dans ce domaine. C'est une bonne chose car la bonne natalité de notre pays est aussi un atout qui nous éclaire au milieu de nos faiblesses. Pourtant, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde sur les moyens des organismes financeurs type CAF. Et je repose, mais cela a déjà été fait, la question de la prise en charge des enfants de moins de 3 ans. Et montre bien que la politique de la petite enfance montre des lacunes. Je pense que la question est posée des moyens donnés aux collectivités pour pérenniser, notamment dans le cadre des intercommunalités, ces réponses pratiques qui sont souvent utiles à mettre en place au plan local pour l'offre de garde de la petite enfance. Merci. Merci. Il y a effectivement plusieurs questions dans votre question. Donc, mesdames les secrétaires d'État vont se les répartir, peut-être pour les réponses. Alors, premier point, s'agissant du comparatif que vous avez fait avec l'Allemagne, qui revient beaucoup ces jours-ci d'ailleurs, je voudrais quand même rappeler que la France est le pays d'Europe qui a le système de protection sociale le plus généreux et devant l'Allemagne notamment. Je le disais tout à l'heure, s'agissant de l'assurance chômage, qui est beaucoup plus favorable en France qu'en Allemagne. Pour rappel, en France, un jour travaillé égale un jour indemnisé à partir de 4 mois de travail pendant 2 ans, 3 ans pour les plus de 50 ans, en France. Et en Allemagne, 2 jours travaillés égale un jour indemnisé à partir de 1 an de travail et pendant 1 an. Donc voilà, il y a des exemples à prendre en Allemagne, certes, mais on ne va pas faire un copier-coller du dispositif allemand non plus. On est en train aussi de développer l'alternance. Pardon ? Non, dimanche soir, le président de la République a expliqué à l'ensemble des Français les dispositifs qui fonctionnent en Allemagne et qu'il convient d'adapter en France, s'agissant du coût du travail. Donc il a fait ce comparatif, comme je le fais par exemple, s'agissant du développement de l'alternance, mais à contrario, et c'est ce que j'ai dit ensuite lorsque j'ai été interrogée, il faut bien savoir que l'Allemagne
s'inspire de la politique familiale menée en France, puisque j'ai reçu moi-même Ursula von der Leyen lorsqu'elle était en charge de la famille en France, pour s'inspirer de notre politique familiale et développer une palette de modes de garde diversifiés, puisque je vous rappelle que là-bas, le taux de natalité est de 1,4 enfants par femme et qu'il est de 2,1 chez nous en France. Donc, l'Allemagne s'inspire de la France sur certains sujets et nous nous inspirons de l'Allemagne sur des sujets qui sont importants. Mais nos dispositifs, certains de nos dispositifs, et notamment sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ne sont pas construits de la même manière. Je l'ai rappelé, et vous l'avez dit d'ailleurs à travers ce rapport, l'accompagnement et les effectifs d'accompagnement sont plus importants en Allemagne, mais en revanche, l'indemnisation est nettement inférieure. Nous faisons le choix d'un accompagnement de qualité, mais également aussi d'une indemnisation plus importante. S'agissant évidemment du développement de l'alternance, là aussi on s'en inspire, mais on ne peut pas non plus calquer le même dispositif, puisque là-bas, il n'y a pas de quota et il n'y a pas de mesure d'incitation financière non plus. Et d'ailleurs, j'observe que dans beaucoup de grandes entreprises, ils ont leur propre organisme de formation, ce qui est malheureusement pas non plus le cas chez nous, même si ça se développe et que ça existait en France il y a une vingtaine d'années, donc vingtaine, voire même une trentaine d'années, et qu'il faut revenir vers ces dispositifs qui correspondent à des formations intégrées aux besoins de l'entreprise, à la culture de l'entreprise, à une formation plus efficace. Enfin, s'agissant des emplois aidés, j'ajoute que c'est un dispositif qui est important, qui est nécessaire à certains moments, dont il convient d'augmenter le nombre lorsque le besoin s'en fait sentir, qu'en même temps, et je pense que vous partagez aussi cette préoccupation, on ne peut pas se permettre de laisser non plus des personnes dans des dispositifs de contrat aidés. Donc il y a la volonté d'avoir ce dispositif temporaire à améliorer en dispositif de volume, mais encore une fois, ce que nous devons faire, c'est permettre à ces personnes de s'intégrer beaucoup plus facilement sur le marché de l'emploi. Parce que, vous savez, les contrats aidés, moi depuis que je suis engagée dans le monde politique, j'en ai toujours entendu parler, ça porte au fur et à mesure des années des noms différents, mais notre objectif vraiment, et notamment, je le rappelle parce que, encore une fois, on en voit l'efficacité aujourd'hui avec la préparation opérationnelle à l'emploi, et notamment de ceux qui sont les moins qualifiés, correspond à une attente de mise en formation plus adéquate sur les besoins des entreprises et les attentes des demandeurs d'emploi. Merci, Madame la Secrétaire d'État, pour ce qui la concerne. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais répondre évidemment à votre question, mais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même, très sincèrement, la violence de la crise que nous subissons aujourd'hui. C'est peut-être bête à dire, Monsieur le député, mais je crois qu'il faut quand même le rappeler. Hein, je vous voyais opiner du chapeau, mais voilà, il faut quand même le rappeler. Et malgré cela, le président de la République, malgré cette crise, a maintenu, contrairement à ce que vous dites, non pas 3,7 du PIB, 5,1% du PIB. Chiffre en main, nous avons aujourd'hui cette politique familiale de plus de 100 milliards d'euros qui concerne évidemment les Français. Donc c'est un effort considérable que d'avoir maintenu cette politique familiale. Et à ce titre-là, je pense que nous devons en avoir une certaine fierté. D'ailleurs, M. Joannico l'expliquait tout à l'heure dans son rapport. Je voudrais d'autant plus optimiser mon intervention au travers de ce que vous venez de dire en matière de scolarité dès l'âge de 2 ans. Je voudrais vous rappeler que déjà que le Code de l'éducation nous stipule que tout enfant doit pouvoir être accueilli dès l'âge de 3 ans dans une école maternelle. C'est quand même dit, écrit, ou dans une classe enfantine, peu importe. Ça, c'est le Code de l'éducation. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous remplissons le Code de l'éducation. Maintenant, si vous me parlez de la scolarité dès l'âge de 2 ans, je voudrais aussi vous rappeler que ça peut être aussi une compétence qui peut être assumée par les communautés de communes, par exemple, pour accueillir les enfants de façon plus précoce. Mais je pose une question qui me paraît essentielle.
Quel est l'intérêt supérieur de l'enfant? Vous avez, je crois, en tout cas pour beaucoup, eu l'expérience d'enfants. Si ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles de ceux que vous connaissez. Comment est un enfant à 2 ans par rapport à 3 ans? Quels sont ses besoins? Est-ce qu'à 2 ans, un enfant qui est rarement propre a besoin d'être scolarisé? Est-ce que c'est une généralité? Est-ce qu'il ne faut pas penser plutôt à une diversité ou des expérimentations de modes de garde qui sont plutôt compatibles avec l'enfant et avec l'évolution dans son âge et dans ses capacités? C'est la raison pour laquelle nous avons proposé des solutions innovantes qui répondent véritablement aux besoins de l'enfant. Alors les modes de garde, je l'ai dit, ils sont diversifiés, ils ne sont pas que de la crèche, puisque la crèche, nous avons tous bien compris qu'elle coûtait cher. Nous pouvons nous tourner vers des assistantes maternelles, nous pouvons nous tourner vers des jardins d'éveil qui ne sont pas l'opposition complète de la scolarité, mais ni plus ni moins qu'un mode d'accueil différencié qui répond aux besoins de l'enfant, qui lui permet de passer de 2 ans à 3 ans à un mode d'accueil différent, mais qui prend en compte justement les besoins économiques des parents, puisque justement le coût est moins élevé dans le cadre des jardins d'éveil et que l'accompagnement des familles existe toujours, alors qu'il n'existe pas pour l'école. Donc vous voyez bien que nous avons pris en compte davantage l'intérêt supérieur de l'enfant, qui évidemment découle de l'accompagnement des familles, d'où la nécessité de la politique familiale volontariste que nous avons et qui n'a pas été diminuée financièrement malgré la crise. Donc on a vraiment 2 paramètres importants: soutien à la parentalité, accompagnement des familles, et intérêt supérieur de l'enfant, si vous me permettez une nuance, le meilleur intérêt pour l'enfant.